Bonjour tout le monde, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste techno et j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui Monsieur Frédéric Coppens ainsi que Mohamed Amin Merzouk pour la conférence qui s'appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle adverse. Donc Frédéric, vous entendez pas dans les écouteurs? Mets Oui, ton casque. il faut un casque et il faut aussi ce petit device ici, le carré, c'est important que vous ayez le carré, il y en a à la table en arrière. Si, OK, on va laisser les gens le chercher. Ce sera pas très long. Et donc, vous avez aussi les canaux. Donc, si vous l'écoutez en anglais, c'est le canal numéro 1 et en français, le canal numéro 2 sur votre petit appareil que vous avez juste ici avec vos écouteurs. Frédéric Coppens est professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal. Il mène des travaux de recherche dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et Mohamed est son étudiant sous sa supervision au doctorat à Polytechnique Montréal. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci. Bonne écoute. Bonjour. Est-ce que j'ai besoin de parler plus fort ou c'est bon comme ça? Ok, excellent. Donc bonjour à tous. Donc merci pour l'introduction. Et donc on va vous parler de comportements adverses contre de l'intelligence artificielle, mais dans le cas particulier de la détection d'intrusion. Donc c'est le sujet de la présentation. Donc le plan de la présentation est le suivant. On va dresser rapidement le contexte du machine learning dans le cadre de la cybersécurité. Je veux dire machine learning en bon français, plutôt que apprentissage automatique. Donc ensuite, on va parler de machine learning adverse. On va s'intéresser à quel est l'impact réel en fait, de ces attaques adverses dans le cas où on s'intéresse à de la détection d'intrusion. On va travailler aussi sur la faisabilité, la validité. Au bout du compte, est-ce que ce qu'on génère avec ces comportements adverses, est-ce que ce sont des vraies attaques? D'accord. Et ensuite, on va conclure. Donc le machine learning dans le cas de la cybersécurité. Donc on va s'intéresser essentiellement à de la détection d'intrusion, comme je vous l'ai dit dans cet exposé. Donc ça ne date pas d'hier. Les premiers travaux sur le machine learning appliqué à de la détection d'intrusion, on est dans les années 80. D'accord. Donc, on est sur de l'apprentissage supervisé, d'accord ? Donc, on va labelliser les données et le but, c'est d'avoir un processus de classification qui va permettre d'apprendre si un comportement est normal ou si ça correspond à un comportement malveillant. Et dans le cas d'un comportement malveillant, essayer de classer quel type de comportement malveillant ça correspond. D'accord ? Donc, c'est essentiellement à ça qu'on va s'intéresser dans la présentation. Depuis, on a aussi travaillé sur l'apprentissage non supervisé. On n'a pas les labels. La labellisation des données, c'est quand même un processus fastidieux. D'accord ? Donc, on s'est naturellement intéressé à de l'apprentissage non supervisé pour effectivement essayer de retrouver automatiquement les groupes correspondant aux différentes attaques qu'on essaye de détecter. Et plus récemment, l'apprentissage par renforcement, dont vous avez dû entendre parler. C'est notamment appliqué à des cas où on a des scénarios complexes, comme par exemple les jeux d'échecs ou les jeux de Go, ou aussi l'apprentissage de la conduite dans des véhicules autonomes, par exemple. D'accord ? Alors, on va s'intéresser, comme je vous l'ai dit, à l'apprentissage supervisé dans le cadre de la détection d'intrusion. On a eu des travaux qui montrent, notamment dans le cadre du reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement, que les comportements adverses dont on va parler aujourd'hui s'appliquent également. D'accord ? Donc c'est pour vous donner un peu le contexte de la présentation. Alors, quand je parle de machine learning, en fait, on pourrait imaginer beaucoup d'algorithmes de machine learning, et dans la pratique, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été appliqués. Nous, on va se restreindre dans les expérimentations à des réseaux de neurones. D'accord ? Donc, ça peut être un réseau de neurones simple, d'accord ? On présente en fait des données. Dans la pratique, nous, on s'intéresse à des logs réseaux. D'accord ? Donc, dans le cas des logs réseaux, ce n'est pas directement les données brutes qu'on va présenter à l'apprentissage, mais en fait une abstraction de ces données sous forme d'un vecteur d'attributs, en bon français, les features. Donc, on a des vecteurs de features qu'on présente en entrée, et ensuite, on a des neurones qui sont en fait des petites cellules qui font des calculs de façon connectée et qui vont nous fournir un résultat qui correspond à la classification des attaques qu'on espère cohérente avec effectivement le modèle d'apprentissage. Donc ça, c'est un réseau de
de neurones monocouches avec une seule couche. Ce qu'on utilise aujourd'hui, grâce aux capacités de calcul, c'est des réseaux de neurones multicouches, et c'est typiquement ce qu'on retrouve dans le deep learning. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous dire un peu le type d'algorithme qu'on va considérer sur lequel on va appliquer les attaques adverses. Donc ensuite, pourquoi on fait ça ? Pourquoi effectivement c'est intéressant d'utiliser du machine learning dans le cas de la détection d'intrusion ? C'est à comparer avec les approches habituelles qu'on appelle les approches par signature, qui sont typiquement ce qu'on retrouve dans les antivirus. D'accord ? Donc ça permet une meilleure adaptation au contexte. L'antivirus, que vous soyez Jean ou Pierre, vous allez utiliser le même antivirus. Ici, on a des données dédiées à l'entreprise et donc naturellement l'apprentissage est plus ciblé et plus lié à l'environnement. Donc c'est un des intérêts de l'apprentissage et des solutions qu'on développe et qu'on déploie aujourd'hui dans le cadre de la détection d'intrusion. La détection d'intrusion permet en théorie de détecter ce qu'on appelle les zero day, les nouvelles attaques qu'on n'a pas appris et qui naturellement échappent à la détection par signature. Ça permet aussi un traitement plus rapide, voire une automatisation du traitement. Et enfin, ça permet moins de maintenance. Vous n'avez pas le problème de mettre à jour régulièrement votre base de signature comme vous le faites, je l'imagine, quand vous êtes bien sécurisé, quand vous utilisez votre antivirus. Donc, la question qu'on peut se poser ensuite, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'effectivement le machine learning permet d'avoir un beau taux de détection ? Alors, il y a plusieurs approches pour cela. On peut parler du F1 score, du taux de recall. Là, on a utilisé une courbe à base de ROC. D'accord ? C'est la courbe ROC qui permet, c'est l'une des méthodes pour évaluer l'efficacité d'une technique de détection tels que les réseaux de neurones que j'ai présentés dans le transparent précédent. Alors la courbe en pointillé, la diagonale, c'est en gros, j'ai une chance sur 2. En gros, je ne sais rien, on me présente quelque chose, et donc j'ai une chance sur 2 d'avoir bon. D'accord ? Donc en gros, c'est le cas où en gros, on n'a rien appris. Il y a 2 points remarquables, c'est le point tout en haut, le point d'abscisse 0 et puis d'ordonnée 1, qui est en gros ce qu'on veut atteindre. Ça correspond au taux de détection parfait. On a 0 faux positif, on ne s'est jamais trompé, et quand il y a une attaque, on l'a détecté dans tous les cas. D'accord ? Donc c'est ce qu'on essaye d'atteindre. L'autre point remarquable, c'est le point tout en bas, on aurait toujours tort. D'accord ? Je le mentionne parce que dans le cas du comportement adverse, ça pourrait être ce qu'on veut obtenir. Mais en fait, ce point remarquable n'est pas très intéressant parce que si au bout du compte l'analyste le sait, il suffit qu'il inverse le processus, il a un taux de détection parfait. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément le point qui nous intéresse en bas à droite. D'accord ? Alors, là, c'est ce qu'on obtiendrait, c'est ce qu'on obtient en appliquant du machine learning, des réseaux de neurones, d'accord ? Dans le cas d'un jeu de données qu'on va retrouver dans la suite, dont Amine va vous parler, qui est NSL-KDD. D'accord ? Donc, on a différents types d'attaques. Donc, on voit que dans certains cas, on est proche du point 0,1. Donc, ça veut dire qu'on a un beau taux de détection. Et puis, on a une courbe là qui correspond à la courbe en bleu, qui en gros les attaque dans le cas où l'attaquant essaye d'obtenir un accès sur la machine. Donc là, ça marche un peu moins bien. On peut expliquer ça. On a eu des travaux qui ont analysé les données, qui ont expliqué pourquoi effectivement, dans ce cas-là d'attaque, on a de moins bons taux de détection en lien avec le jeu de données, ce qui sert d'apprentissage. En gros, on n'a pas suffisamment d'échantillons pour faire une bonne détection dans ce cas-là. C'est l'une des explications. L'autre explication, c'est qu'il y a beaucoup de 0D dans ce jeu de données par rapport à ce type d'attaque. D'accord ? Mais dans la pratique, on voit que ça ne marche pas trop mal. Ensuite, donc, on va s'intéresser au machine learning adverse. D'accord ? En l'appliquant avec la détection d'intrusion, mais on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que le machine learning adverse. Donc, dans un processus d'apprentissage classique, on présente des données d'entraînement qui vont servir à configurer le réseau de neurones. D'accord ? Donc on a comme ça un résultat qui permet effectivement de savoir dans quel cas il faut considérer qu'on a une attaque ou un comportement normal. Et ensuite, pour tester ça, on va présenter des données d'entrée, des données de test qui vont permettre de voir si effectivement on a correctement appris. D'accord ? Alors, on va vouloir attaquer ça. D'accord ? Donc c'est ça qu'on appelle les attaques adverses. Donc il y a plusieurs catégories d'attaques adverses. C'est important de préciser à quel type d'attaque adverse on s'intéresse dans la présentation. D'abord, il y a l'empoisonnement. D'accord ? Le but, c'est d'injecter des données qui vont, en gros, détruire l'apprentissage. Vous en avez des exemples probablement entendu parler, par exemple des chatbots qui essayent d'apprendre
comment répondre à des requêtes faites par un usager. Et grâce à des techniques d'empoisonnement, on arrive à leur faire apprendre des comportements racistes ou sexistes. D'accord ? Donc ça, c'est de l'empoisonnement. D'accord ? Deuxième catégorie, là, on est plus sur la confidentialité. C'est-à-dire, on a un modèle, on a appris, donc on a les poids associés aux différents neurones liés à l'apprentissage. Et l'objectif, c'est d'essayer de découvrir quel est le modèle, quels sont les paramètres de ce modèle. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant pour l'attaquant parce qu'à partir de là, il peut faire des attaques dites en boîte blanche. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour lui d'attaquer par rapport aux autres types d'attaques que je vais présenter dans la suite. Troisième type d'attaque, c'est l'inversion. D'accord ? On est aussi sur une attaque contre la confidentialité, mais dans ce cas-là, sur les données. D'accord ? Par exemple, on a des données médicales. Par exemple, on essaye d'apprendre quels sont les critères qui font qu'on a un cancer après l'âge de 50 ans, mettons. Et l'objectif de l'attaquant, ça va être de savoir s'il y a un membre dans les données d'apprentissage qui appartient à ce jeu de données, qui est naturellement une donnée confidentielle. Et donc, c'est un exemple d'attaque par inversion. On ne va pas s'intéresser à ça dans la suite. Par contre, on va s'intéresser aux attaques dites d'évasion. D'accord ? C'est ça qui va nous intéresser, que j'illustre ici. Le but de l'attaquant, ça va être de présenter un jeu de données qui est malveillant, qui correspond à une attaque. Il va le modifier un petit peu, d'accord ? On va voir dans la suite différentes techniques pour modifier, effectivement, pour rajouter du bruit à cette donnée d'attaque. Et donc, au bout du compte, quand on va présenter les données modifiées, eh bien, on va avoir réussi à évader la détection d'intrusion, et au bout du compte, le détecteur va conclure que c'est normal. Donc c'est ce type d'attaque qui va nous intéresser. Comment faire en sorte de générer une attaque qui, au bout du compte, ne va pas être détectée. Alors, est-ce que ça marche dans la pratique ? Il y a de nombreux exemples où ça marche. D'accord ? Donc là, je pense que vous avez reconnu ce que c'est. C'est un cheval, n'est-ce pas ? Donc, effectivement, c'est un petit canard et on va l'appeler Saturnin. D'accord ? Donc, le but de l'attaquant, c'est de considérer que, justement, l'apprentissage ne va pas dire que c'est un canard, mais par exemple, c'est un cheval. D'accord ? Donc, comment il va procéder ? Il va prendre l'image du canard. D'accord ? Il va rajouter un bruit bien choisi qui fait... Pourquoi il est bien choisi ? Parce qu'au bout du compte, ça va changer la classification, mais pour un humain, ça ressemble toujours à un canard. D'accord ? Donc, il y a des applications à ça. Ça pourrait, par exemple, sur eBay, par exemple. Par exemple, eBay veut interdire la vente de canards sur son site. D'accord ? Donc, pour cela, il va détecter l'image et vérifier si c'est bien un canard. Et un attaquant qui veut quand même vendre son canard Saturnin sur le site, il va pouvoir afficher « Vend Saturnin $50 », mais quand il va mettre l'image modifiée, eh bien, eBay ne va pas pouvoir détecter que Saturnin n'est pas un cheval, mais en fait un canard. D'accord ? Alors ça marche pour la voix également. En perturbant la voix, vous pouvez avoir un message qui correspond à « Comment allez-vous ?» et puis vous rajoutez du bruit et puis au bout du compte, l'apprentissage va considérer que c'est un ordre « Ouvrir la porte ». D'accord ? D'autres exemples d'applications, ça peut être dans le cadre d'un véhicule autonome. Vous avez peut-être vu l'exemple où on a un panneau de sens interdit et puis l'attaquant a mis quelques post-it. Et puis, au bout du compte, l'apprentissage détecte que ça correspond à un panneau sens unique. D'accord ? Je vous laisse compléter l'histoire et voir les conséquences que peut avoir ce genre d'attaque dans le cas d'un véhicule autonome. Alors, on va appliquer ça dans le cas de la détection d'intrusion. Donc, on n'a pas des images, on a des logs réseau. D'accord ? Pour le moment, je vous demande de considérer que c'est plus ou moins la même chose. On va voir dans la suite que ça change quand même pas mal de choses. Et donc, on a ma courbe ROC que je vous ai présentée tout à l'heure. D'accord ? Et si on applique l'une des méthodes adverses qu'on va voir dans la suite, en gros, on obtient ça. D'accord ? Donc, en gros, on a complètement désappris l'apprentissage et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, la ligne en pointillé, c'est en gros, je ne sais rien. Et on voit qu'effectivement, après l'attaque, au bout du compte, l'apprentissage a été complètement anéanti et au bout du compte, tout se passe à une chance sur deux. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Et donc, je vais passer la parole à Amine qui va vous expliquer justement, au bout du compte, on pourrait s'en rester là, on peut dire « ok, ça marche », mais on va le voir, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées que ça dans le cas de la détection d'intrusion.
Merci Frédéric. Effectivement, ce n'est pas aussi facile que ça. Et on s'en est rendu compte lorsqu'on a essayé de les implémenter nous-mêmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des datasets existants, très connus en détection d'intrusion, notamment le NSLKDD dont Frédéric a parlé précédemment, qui est le classique, un petit peu le ImageNet de la détection d'intrusion, mais qui a aussi tous ses inconvénients. On a aussi utilisé le UNSW New Brunswick 2015, qui est un dataset plus récent, qui a fait ses preuves aussi en détection d'intrusion et qui contient des attaques qui sont mieux représentatives de la réalité des réseaux d'aujourd'hui. Finalement, on a aussi utilisé CIDDS 001, qui lui est un dataset basé sur un format standard qui est le NetFlow de Cisco. Donc à tous ces datasets, à toutes ces données, on a appliqué du one-hot encoding. Donc cette notion est assez importante, on le verra par la suite. Il s'agit de prendre un attribut catégoriel donc, qui contient plusieurs catégories. Ces attributs sont difficiles à traiter pour des réseaux de neurones. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va les transformer en multiples attributs binaires et un exemple appartient à une catégorie lorsque l'attribut binaire de cette catégorie est mis à 1. Dans ce cas-là, un seul attribut peut contenir la valeur 1, le reste contiennent la valeur 0 puisque plus qu'un exemple peut appartenir à une seule catégorie. On a aussi fait de la normalisation pour aider à la convergence et on a converti le problème en un problème binaire. Donc au lieu de s'intéresser à la classification de l'attaque en remote to local, local to host, probe ou DDoS, on va juste s'intéresser à est-ce que c'est du trafic normal ou est-ce que c'est une attaque. Finalement, on va utiliser un perceptron multicouche pour faire la détection. Donc, on parle ici d'un MLP. C'est le modèle le plus simple de réseau de neurones plus ou moins profond. On peut voir ici la répartition des attaques et du trafic normal sur le deuxième dataset, donc UNSW-NB15. On voit que c'est assez équilibré entre attaque et trafic normal, mais que les différentes attaques sont pas toujours très bien équilibré. Donc c'est l'un des inconvénients peut-être de ce dataset. Maintenant, une fois qu'on a nos données des différents datasets, ce qu'on va faire, c'est générer des exemples adverses sur ces données. Donc comme on l'a vu tout à l'heure avec Frédéric, on va rajouter une perturbation qui est bien calculée. Donc pour calculer cette perturbation, on va utiliser différentes méthodes. Il y a la Fast Gradient Sign Method qui va consister en fait à prendre l'erreur qu'a faite le réseau et en apprendre en fait comment on peut faire pour maximiser cette erreur. Donc on va utiliser le gradient de cette erreur pour appuyer finalement l'erreur, aller trouver les valeurs à rajouter pour renforcer l'erreur du réseau de neurones. On peut le faire d'un seul coup, comme le fait le Fast Gradient Method, ou on peut le faire en plusieurs itérations. C'est ce que fait le Basic Iterative Method. Donc faire de petits pas qui nous dirigent vers le pire cas possible. On a aussi utilisé Deepful, qui est une méthode qu'on peut imaginer graphiquement comme étant chercher la frontière. Donc si on imagine l'espace en 2 dimensions avec des frontières qui distinguent les différentes classes, alors comment peut-on trouver la frontière la plus proche qui nous permet de passer de l'autre côté de la classification? Dans notre cas, d'un exemple qui est une attaque à un exemple qui est classifié comme étant bénin. On a utilisé Carlini-Wagner, qui est une méthode un peu plus complexe basée sur l'optimisation itérative des exemples. Et finalement, on a utilisé Jacobian-Based Saliency Map, qui elle est une méthode qui agit complètement différemment, qui va aller choisir dans les attributs les plus dont la perturbation serait la plus conséquente sur la classification, donc les plus influents quelque part sur la classification. Voici les différentes références de ces papiers. Donc ce dont on s'est rendu compte, c'est d'abord en gris, vous pouvez voir les barres qui représentent le taux de détection du modèle lorsqu'aucune perturbation n'est rajoutée. Et avec les différentes couleurs, l'effet des exemples adverses. Donc on peut voir que sur des datasets comme CIDDS, la perturbation des exemples avec ces méthodes adverses, même si on a appliqué le même taux de perturbation, est beaucoup plus ressenti sur ce dataset-là. Mais sur tous les datasets, on remarque une baisse du taux de détection d'au moins 60%. Mais quand on regarde de plus près ces exemples adverses, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils n'agissent pas de la même manière. À gauche, vous pouvez voir
le pourcentage des attributs dans les données qui ont été perturbés. On peut voir que des attaques comme en bleu FGSM, en orange Basic Iterative Method et en vert Deepful ont perturbé 100% des exemples adverses pour pouvoir les faire passer du côté bénin. Par contre, les autres attaques n'ont perturbé qu'un nombre plus limité. Mais si on regarde la quantité de perturbations qui a été ajoutée, ces mêmes attaques qui ont perturbé tous les attributs ont finalement appliqué moins de perturbations. Et ce sont celles qui ont perturbé le moins d'attributs qui ont appliqué plus de perturbations. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les attaques adverses agissent de deux manières. Soit elles répartissent toute la perturbation sur l'ensemble des attributs en appliquant une faible perturbation, soit elles se concentrent sur des attributs bien particuliers et appliquent une grosse perturbation dessus. Si on regarde de plus près quels sont les attributs les plus perturbés, on voit que dans le cas de FGSM, de Basic Iterative Method et de Deepful, 100% des exemples adverses perturbent tous les attributs. Par contre, plus on va vers Carlini-Wagner et JSMA, plus on voit que la perturbation se concentre sur certains attributs en particulier. Donc, après avoir regardé ces exemples adverses de plus près, on a remarqué qu'il y avait certaines valeurs qui n'étaient pas tout à fait cohérentes et qui empêchaient finalement l'implémentation de ces exemples adverses. Notamment les intervalles de valeurs. On a vu qu'il y avait des exemples adverses qui appliquaient une perturbation qui faisait que la valeur de l'attribut ne respectait plus vraiment l'intervalle de valeurs. On a trouvé par exemple des tailles qui étaient négatives, et ce qui est impossible à implémenter. Et on voit que la plupart de nos attaques adverses, finalement, contiennent ce critère d'invalidité, excepté peut-être JSM1. Un autre exemple, ce sont les valeurs non binaires. Si on a des attributs comme est-ce que le client est connecté, c'est un attribut binaire qui peut être soit à 0, soit à 1. La faible perturbation que rajoute l'attaque adverse, finalement, nous met dans des valeurs qui sont entre les 0 et le 1 et qui ne peuvent pas être implémentées. On ne peut pas être entre connecté et non connecté. Et on a aussi l'appartenance à plusieurs catégories. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du one-hot encoding, où on a plusieurs attributs binaires qui correspondent à nos catégories. Une seule catégorie peut être activée. Si plusieurs catégories sont activées, notre exemple est invalide. Par exemple, le protocole, un exemple ne peut pas être TCP et UDP en même temps. Il faudra une seule catégorie dans ce cas-là. Un autre critère qui, dans notre cas, est plus difficile à quantifier ou à extraire, ce sont les relations sémantiques entre les différents attributs. Et là, même si les attributs sont individuellement syntaxiquement corrects, donc même s'ils respectent les trois premiers critères, ils ne peuvent pas forcément être présents en même temps. On peut imaginer par exemple une connexion où un client envoie 2 gigas de données et où le nombre de paquets est de 5 ou 4. C'est impossible, si on considère le MTU qui est limité, d'envoyer autant de données avec si peu de paquets. Même s'il est possible d'envoyer autant de données individuellement et utiliser autant de paquets individuellement, la présence des deux attributs en même temps représente un problème sémantiquement. Donc, c'est ce qu'on présente comme étant les critères d'invalidité dans les exemples adverses dans la détection d'intrusion. Je vais laisser maintenant Frédéric conclure le travail. Est-ce que vous m'entendez avec ce micro ? Ok. Donc pour conclure, je te laisse avancer. Vas-y. Donc, on l'a vu, aujourd'hui, l'utilisation du machine learning pour la détection d'intrusion, c'est partout. Il y a beaucoup de vendeurs qui vendent ça. Très peu, au bout du compte, de travaux qui s'intéressent réellement à cette problématique qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, des possibilités d'attaque contre ce genre de comportement, d'apprentissage et d'injecter effectivement des comportements adverses. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans le cas des attaques réseau, c'est pas forcément si facile que ça, parce qu'on a quand même des paquets, notamment des paquets TCP très structurés, avec un en-tête, et donc on ne peut pas modifier comme ça aussi facilement un en-tête pour effectivement générer des attaques adverses. Donc c'est quand même une complexité plus grande par rapport, par exemple, aux exemples avec des images que je vous ai présentées au début. C'est faisable, mais il y a quand même un niveau de complexité plus grand. En revanche, faut voir la tendance actuelle. La tendance actuelle, effectivement, on a de la détection d'intrusion pour ce qu'on appelle l'IT, les technologies de l'information. Mais de plus en plus, on va vers des technologies opérationnelles, de l'IoT. D'accord ? Et dans ce cas-là, les données, ce n'est plus des paquets réseau. C'est des données de capteurs.
capteurs de température, capteurs de pression. Et là, on peut réellement, et on travaille là-dessus, et effectivement, on montre assez facilement que là, perturber, par exemple, un capteur de température pour effectivement faire de l'évasion, ça devient beaucoup plus facile que les exemples qu'on vous a pris ici. Donc c'est une réelle problématique. Je pense que dans tous les cas, les attaques adverses, c'est un vrai problème. On devrait s'intéresser, je pense, beaucoup plus à ce genre d'application. Dans le cas des trafics réseau, ce n'est pas évident, mais dans le cas de l'OT, ça redevient très facile et à comparer un peu avec les attaques sur les images qu'on vous a présentées au début. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie pour vos attentions. Et puis je pense qu'on a un petit peu de temps pour prendre des questions si vous en avez. Je ne sais pas, je pense que... Vous pouvez vous déplacer et venir jusqu'ici parce qu'autrement, on ne va pas attendre la question, je pense. Je dois vous dire quelque chose, c'est que depuis ici, on ne vous voit pas du tout. Donc, Est-ce qu'il y a une question? Tu vois quelqu'un qui veut poser une question, Amine? Je pense qu'ils peuvent se rapprocher directement du micro et n'hésitez pas, il y a un micro au milieu, donc si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Vous voulez? Bonjour. Ah oui, il y a un micro là-bas. Ouais. Frédéric? Oui. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, on t'entend. Ok, parfait. Bon, plus qu'une question, en fait, c'est un commentaire. Je trouve que il y a de l'écho, attendez. C'est un très beau sujet que vous avez fait là, et puis je trouve ça super important et intéressant. Et en effet, je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion sur ce sujet-là. On se repose beaucoup justement sur les capacités que nos vendeurs nous fournissent quelque part de faire de la magie qui marche suffisamment bien aussi quand même. Mais en effet, je trouve ça vraiment important et intéressant de se poser sur cette question-là, puis de voir les choses qui peuvent se mettre en place pour contrer ça quelque part derrière, qui est pour moi la prochaine étape, là, de voir qu'on a la problématique potentiellement, qu'elle est réalisable, même si elle n'est pas très facile, comme vous le dites. Mais après, du coup, comment nous, comme entreprise, on peut se prémunir de ça aussi, ça va être, je pense que c'est la deuxième partie intéressante. Ouais. Oui, la question est sur la rémédiation. Quelles sont les techniques qu'on peut proposer pour la rémédiation? Par rapport à ça, ce qu'on peut dire, et je laisserai Amine ensuite compléter probablement, c'est de dire qu'au bout du compte, les attaques adverses s'appliquent, je dirais, de façon différente, mais systématique par rapport à tous le machine learning. Là, on a pris les réseaux de neurones, mais ça se transpose assez bien. J'ai parlé de l'apprentissage par renforcement. Ça s'applique à beaucoup de capacités de machine learning, d'algorithmes de machine learning. Comment on s'en protège? J'ai laissé répondre Amine parce que ça fait partie de son sujet de doctorat, effectivement, de proposer des solutions de rémédiation. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a plusieurs approches qui sont prometteuses pour se défendre contre les exemples adverses. L'une qui est sûrement la plus utilisée en ce moment et la plus prometteuse, c'est ce qu'on appelle adversarial training ou l'entraînement adverse. C'est en fait, pendant qu'on entraîne notre modèle, déjà commencer à penser aux éventuelles attaques adverses qui vont être entraînées dessus, montrer au modèle ces attaques adverses, donc les générer, les montrer au modèle et lui donner la bonne classification. En faisant ça, donc en générant nous-mêmes des exemples adverses pour rentrer notre modèle, on le rend plus robuste aux exemples adverses. Il y a aussi d'autres méthodes sur la détection, donc rajouter un layer pour détecter si c'est un exemple adverse avant de détecter si c'est une attaque. Il y a d'autres approches aussi sur la structure des réseaux de neurones ou des modèles de machine learning en général pour trouver des structures qui sont par défaut plus robustes aux exemples adverses. Donc tout ça, ce sont des pistes qu'on cherche à explorer dans le cadre de la détection d'intrusion en particulier. Merci beaucoup. Très bonne question, merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment? Je suis sûr que la question suivante va être encore meilleure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? De toute manière, je vois pas mal de monde avec qui j'ai déjà discuté du sujet. Donc Bon, ça veut dire qu'on a probablement été clair. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, merci beaucoup.